marchés. On commence avec quoi? Avec les cryptos quand même. On a touché les 60 000 $ cette nuit. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'il y a un crack? Est-ce que c'est juste une petite chute et que c'est normal? C'est un actif risqué? Ah non, c'est un crack 50% de baisse. C'est quand même un crack incroyable. Non, ce que je trouve passionnant dans ce qui est en train de se passer sur les cryptos, mais ce qui s'est passé aussi sur l'or, ce qui se passe sur l'argent, c'est qu'on voit la formation et l'explosion des bulles. Et on a toutes les conditions à chaque fois. C'est-à-dire, au début, on a une institutionnalisation de l'actif. Alors on dit, ça y est, c'est génial. Wall Street a adopté les cryptos. Actif refuge même. Oui, actif refuge, ça a été éliminé complètement, puisqu'on a bien vu que au moment où on était dans la plus grande agitation, le Bitcoin n'a pas joué son rôle, alors que l'or a joué son rôle à un moment. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'on a toujours le même phénomène de formation des bulles, c'est-à-dire tous les particuliers qui se ruent dessus. C'est devenu un peu... Alors c'est amusant parce que le Bitcoin était censé remplacer l'or, et puis l'or est devenu le Bitcoin du Bitcoin, c'est-à-dire que les particuliers se sont rués sur l'or comme ils se sont rués avant sur le Bitcoin, en disant finalement le Bitcoin ça marche pas, ça perd 35 ou 40%, et ils ont découvert qu'il y avait un actif dont le stock était fini, c'était la définition du Bitcoin, Ouais. Le stock fini, qui était extrêmement volatile. Et puis Wall Street a fait son job, c'est-à-dire que Wall Street a créé des produits à effet de levier. Et ça, c'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que les produits à effet de levier, ça permet, comme vous le savez, en mettant 5, de jouer sur 100. Le problème, c'est que quand vous perdez pas sur 5, vous perdez sur 100. Et donc, on a eu le phénomène que les Américains commentent ce matin en disant le deleveraging, c'est-à-dire l'évolution de l'effet de levier à l'envers. Vous avez des bitcoins, vous avez acheté, vous avez mis 5, vous avez des bitcoins à 100, ça perd 5%. On liquide votre position et puis ainsi de suite, et il y a un effet d'entraînement. Alors il y avait un commentaire que j'ai vu ce matin que j'ai trouvé passionnant, qui disait en fait le Bitcoin, l'or se sont vendus sur l'idée que les stocks étaient extrêmement limités. Ouais. Et donc que le prix devait augmenter. C'est vrai, non? Alors c'est vrai, sauf qu'à partir du moment où on crée des instruments à effet de levier, le stock il est démultiplié, il devient illimité, et puis surtout à partir du moment où vous créez les instruments institutionnels sur le Bitcoin, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi le vendre. Et à partir de là, ça devient un actif qu'on peut acheter ou vendre de façon très spéculative, et à partir du moment où vous pouvez le vendre et que le stock qui était limité en théorie devient illimité, et bien vous avez ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment assez fascinant. Pas d'impact de gens qui vont être obligés de vendre leurs obligations américaines pour pouvoir pas du tout. Non, pas du tout. Non, en fait, rembourser leur levier. Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est deux marchés qui sont complètement différents. Vous avez d'un côté les acteurs qui ont de l'investissement traditionnels, eux ont des obligations d'État, et puis vous avez des acteurs qui jouent sur des produits spéculatifs, sur le marché spéculatif. Au contraire, en fait, ça va favoriser les emprunts d'État. D'ailleurs, on voit les taux américains qui commencent à baisser, les taux à long terme. Par contre, ce qu'on voit, c'est que tous les actifs spéculatifs qui sont devenus spéculatifs. C'est quoi les actifs spéculatifs? C'est Amazon, c'est Microsoft, c'est Nvidia, parce que tous les particuliers en ont maintenant. C'est l'or, c'est l'argent, c'est le Bitcoin. Et en fait, tout ça, on s'aperçoit que tout ça est extrêmement corrélé. Dès que les particuliers arrivent, la bulle explose, quoi. Oui, sauf, alors c'est intéressant, petit élément, le seul domaine sur lequel les particuliers sont arrivés sans que ça ait créé de bulle, c'est le CAC, parce qu'ils sont rentrés au moment du Covid, et donc ils ont commencé à gagner de l'argent. D'habitude, ils arrivent toujours au plus haut. Là, ils sont arrivés au plus bas. La Banque Centrale Européenne n'a pas touché à ses vous voulez me chauffer, là. Taux d'intérêt. Nous étions avec François Gallo il y a quelques instants. Le gouverneur de la Banque de France, il commence à dire que le change devient un sujet, même si ça n'est pas dans le mandat. Le fait que le dollar baisse devient un sujet pour la compétitivité européenne. Mais tout est un sujet. C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, la Banque centrale n'a pas baissé ses taux. Comme d'habitude, Christine Lagarde nous explique que globalement, elle est très contente. Je ne sais pas si vous avez vu, elle est très contente de ce qu'elle fait. Elle dit c'est fantastique, la politique monétaire est géniale, la croissance c'est super, sauf qu'elle ne se rend pas compte qu'on est complètement décalé, l'emploi est en train de se dégrader, que la croissance n'est créée que par les déficits budgétaires, et donc il faut un boost de la politique monétaire. Il n'y a plus d'inflation, c'est vrai. Mais il n'y a pas, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on dit ici, Jean-Marc Daniel le dit, je le dis depuis des mois, il n'y a pas d'inflation, 0,3% d'inflation en France, 1,7% d'inflation en zone euro. Alors certes, il y a eu l'effet de la baisse des prix énergétiques et du pétrole, mais ça va continuer.
ça va continuer parce qu'une fois passée la crise iranienne, et elle va être résolue d'une façon ou d'une autre, il va y avoir un afflux de pétrole iranien qui va être monstrueux sur les marchés, et donc le pétrole va perdre encore 10 à 20 $. Je vous rappelle que quand on perd 10 $ sur le pétrole, on perd 0,4% à peu près sur l'inflation. C'est juste gigantesque. Alors j'ai décidé de plus m'énerver, hein. J'ai décidé de... Ouais, je me suis référé à la chanson de... Vous attendez une baisse des taux calmement ? Ouais, calmement, j'ai envie de plus m'énerver parce que je pense que, bon, voilà, on s'aperçoit, et Christine Lagarde s'aperçoit que le métier d'économiste, c'est un métier. Et donc, pour elle et moi, j'avais envie de citer, si vous me permettez, Claude François. Oh là, oui. Oui, parce que je me dis, comme d'habitude, c'est-à-dire que je me lève, je la bouscule, elle ne se réveille pas comme d'habitude. Très bien. L'heure est grave. J'aurais pu vous le chanter d'ailleurs. Non, c'est bon. On passe à la Banque centrale américaine avec Kevin Warsh qui va arriver. C'est clair, son mandat à lui, c'est de baisser les taux. Donald Trump l'a redit. On a des chiffres de l'emploi américain, on n'a pas les officiels aujourd'hui, mais on a des données privées qui sont pas bonnes. A priori, ça serait pour avril. Donc on va avoir une Banque centrale américaine, je vous conseille de vous chauffer sur le sujet, qui va baisser ses taux, et une Banque centrale européenne qui va garder. On l'a dit ici, hein, on ne va pas répéter, jumbo cuts à partir de mai. Les marchés n'attendent plus de baisse des taux sur la Banque centrale européenne, il y en aura au moins 2. On attendait des petites baisses de taux sur les États-Unis, il y aura au moins 1 à 1,5% de baisse des taux cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe, et on va rejoindre le sujet de la bourse, hein. Ce qui se passe, alors j'arrive plus à trouver les mots, hein, si c'est historique, on répète toujours la même chose, ce qui se passe sur le marché de l'emploi est juste phénoménal. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on se réveille tous en se disant l'IA, c'est pas simplement un gadget avec lequel on joue au quotidien. Création d'emplois au plus bas depuis 2020, destruction au plus haut depuis 2009, c'est ce que nous disent les données privées. Il y a plus d'offres d'emploi, il y a des licenciements. Le mot d'ordre dans les entreprises américaines, c'est no hiring, c'est-à-dire de faire tout pour utiliser l'IA pour ne pas avoir à faire d'embauche. Je vous rappelle un autre chiffre qui est très préoccupant, hein, et qui montre l'impact de l'IA, c'est qu'il l'embauche des jeunes diplômés en premier emploi est au plus bas historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le cœur du sujet. Alors, pour l'instant, c'est plutôt la digitalisation, l'automatisation, la robotisation, mais on commence à avoir l'impact de l'IA qui commence à produire ses effets et qui commence à produire ses effets sur l'emploi. L'emploi va se dégrader partout dans le monde, ça c'est une donnée qui est incontournable, qu'il faut intégrer. C'est pour ça que ça m'énerve encore plus sur la Banque Centrale Européenne, parce que de toute façon, on n'a pas de poche pour avoir plus d'emplois dans l'avenir. Tout à l'heure, vous avez dit les valeurs spéculatives, maintenant c'est Amazon et l'ensemble des parce quand on voit les montants d'investissement de l'IA, c'est vraiment spéculatif ou c'est l'avenir? Non, alors, est-ce que c'est l'avenir? Oui. Donc il n'y a pas de question, je suis en train de le dire, l'IA sur l'emploi, c'est massif. Mais quand on a des montants d'investissement de l'ordre du PIB du Maroc... Voilà, alors, est-ce que c'est l'avenir? La question ne se pose pas. Est-ce que c'est une révolution industrielle majeure? La question ne se pose pas. Est-ce que ça va toucher l'emploi? La question ne se pose pas. Maintenant, la question qui se pose, c'est de se dire quel est le montant qu'il faut investir et quelle est la rentabilité du montant qu'on va investir. Or, ce qu'on sait pertinemment, c'est que tous ces groupes sont obligés d'investir. Google n'a pas le choix, doit investir 250 milliards de dollars par an. Amazon doit investir 200 milliards. Ils n'ont pas le choix. Malheureusement, on n'a pas besoin de ces 660 milliards d'investissements dans l'IA que sont en train de faire les grands groupes de la tech. C'est le FT qui donnait le chiffre ce matin. On n'en a pas besoin parce qu'on sait que ça ne sera pas rentable pour tous. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Donc là, c'est de l'investissement non rentable. Ça veut dire qu'en fait, c'est la différence entre un investissement et une dépense. Une dépense, c'est je suis obligé de le faire, mais je ne sais pas si ça sera rentable. Et un investissement, c'est la partie de la dépense que je vais faire qui sera rentable. Sur les 250 milliards que va dépenser Google, on sait très bien qu'il y aura probablement 50 ou 100 milliards seulement qui seront rentables. Et donc, on a exactement ce qui est en train de se passer dans l'IA. Moi, je trouve que c'est phénoménal ce qui se passe dans l'IA. C'est-à-dire que l'IA qui a tiré la bourse est en train de la détruire. Elle la détruit d'une part parce qu'on fait les calculs et on se dit ils sont obligés d'investir de plus en plus, ça ne sera pas rentable. Et surtout, on l'a vu avec les éditeurs de logiciels, hein, c'est quand même phénoménal. Ouais. 50% de baisse sur le secteur qui était vraiment le secteur favori des groupes de private equity.
Je rappelle que tous les groupes de private equity ont investi massivement dans les éditeurs de logiciels et aussi des investisseurs boursiers, sauf que, patatras, l'IA est en train de détruire tout le business des éditeurs de logiciels. En termes de bourse, vous misez sur quoi ? À nous, on est toujours sur la même idée, c'est-à-dire qu'il y a une correction de 10 à 15% qui est dans les cartes et qui va se produire, et qui est en train de se produire. Si vous aimez Marc Fiorentino, si vous voulez l'entendre chanter... Même si vous le détestez. Oui, si vous le détestez, mais si vous voulez l'entendre chanter Claude François, c'est ce soir à partir... Et c'est sûr, je chante. De 20h, bien sûr. Moi, j'écouterai pas, je serai couché, mais... c'est pas sympa. En replay. Je regarderai demain. Je vérifierai si vous tenez vos promesses. C'est ce soir à 20h sur BFM Business, et bien sûr en replay et en podcast n'importe quand vous voulez. On se retrouve... Même la nuit. Oui, même quand vous voulez, même quand vous courez.